Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Courtoisie. Nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, l'occasion, plus encore que d'habitude, de penser à ceux que nous aimions et qui ont quitté ce monde. Des 1er novembre, il y en a eu beaucoup, forcément. En 1179, par exemple, Philippe II, dit Philippe Auguste, a été sacré roi à Reims. Il avait 14 ans, l'adversaire acharné par la suite de Richard Cœur de Lion. Ce qui est amusant, c'est que c'est le premier souverain qu'on nomme roi de France. 1182-1223. Il nous impressionne, c'est Arnaud Klarsfeld. Arrêtez de me faire rire dès le début. Avant lui, on parlait de roi des Francs. Lui, c'est le premier roi de France. Et ça, vous ne le savez pas, sinon c'est énorme. L'évêque qui le sacrait répondait au nom de, vous pouvez pas le savoir, Guillaume aux blanches mains. C'est élégant. Moins drôle, le 1er novembre 1954, c'est la Toussaint Rouge. C'est le début de l'insurrection FLN en Algérie. Et le 1er novembre 1993, c'est l'application du traité de Maastricht qui crée officiellement l'Union européenne. À Maastricht, c'est là d'ailleurs qu'un Français de légende, D'Artagnan, avait trouvé la mort. C'était pas très bon signe. Je serais d'ailleurs curieux de savoir ce que pense notre invité, Arnaud Klarsfeld, du traité de Maastricht et de ses conséquences. Voilà, c'est la 3e fois que nous nous retrouvons pour cette émission qui porte, je l'admets, un nom un peu étrange, les neiges du Kilimandjaro. Et voici pourquoi. Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. Voilà, c'est ça l'idée. Cette phrase extraite du film du même nom, avec Gregory Peck et Ava Gardner, une femme de toute beauté vraiment, c'est Hemingway qui en est l'auteur. Elle figure en exergue de la nouvelle, adaptée ici au cinéma en 1952, et cette phrase m'a toujours fasciné. Elle évoque le dépassement de soi, les motivations mystérieuses qui nous jettent en avant, la quête désespérée d'autre chose, qu'on soit léopard ou humain. Notre invité donc d'aujourd'hui, c'est Arnaud Klarsfeld, personnalité médiatique depuis 30 ans, avocat entre autres, et donc visiblement connaisseur d'histoire. Vous m'avez impressionné avec les dates. Non, c'est la base pour un esprit honnête français, soucieux de l'histoire de France. Dites-moi, au fait, on parlait de Maastricht, comme j'ai un peu de mal à vous situer poétiquement, et que vous qui êtes enfant d'une Allemande et d'un Français, au fond, que pensez-vous de l'idée européenne et de l'usage qui en est fait ? Je suis pour l'idée européenne, évidemment, non seulement parce que je suis issu d'un mariage d'une Allemande et d'un Français, pays qui se sont tant affrontés et qui ont connu tant de malheurs, qui étaient des malheurs inutiles. C'est-à-dire, on aurait dû trouver des compromis, même avant la guerre de 70 ou la guerre de 14. C'était des guerres qui étaient terribles, qui ont signé la destruction du continent européen, des suicides collectifs. Il y a un siècle, la France était... Le soleil ne se couchait pas sur son empire, et aujourd'hui, elle n'est même plus invitée aux négociations, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le conflit israélo-palestinien. Donc ces guerres intestines à l'Europe, alors que ce sont pour la plupart des peuples frères qui partagent le christianisme comme ligne d'horizon, comme ligne de fond, c'est-à-dire qu'ils ont les pieds ancrés dans le christianisme et dans une histoire commune, qu'ils se massacrent ainsi et qu'ils massacrent leur population et que ça coûte tellement à l'Europe, c'est une désolation. Donc l'Europe unie est un gage de paix à l'intérieur de l'Europe. Et d'ailleurs, on a vu que l'Ukraine, c'était en dehors de l'Europe. Donc, c'est un gage de paix, mais il ne faut pas non plus que ça entraîne un autre suicide pour l'Europe, celui d'une immigration incontrôlée. Et l'Europe doit s'unir pour résoudre ce problème de manière humaine, mais de manière ferme, pour que l'Europe reste avec son identité nationale. Et j'ai toujours regretté que le traité européen ne fasse pas mention de l'héritage chrétien, non pas des racines, mais de l'héritage chrétien, parce que l'héritage chrétien, c'est vraiment un fait qui est un fait évident, incontestable. Il suffit de regarder le paysage européen pour le constater. Et je crois que ça a été une des raisons pour lesquelles la France ou les Français ont rejeté ce traité européen. Maastricht, donc vous n'êtes pas contre, vous êtes pour l'idée, non, mais j'étais même... pour. Je ne me rappelle plus si j'ai voté, j'étais en âge de voter, malheureusement, oui. Mais j'aurais voté oui.
D'accord. Et ceux qui estiment que nos pays ont perdu de leur autonomie, de leur souveraineté, c'est d'ailleurs un fait. Ça, Vous n'adhérez pas? c'est un fait avec des aspects négatifs que je viens de dénoncer sur l'immigration, un aspect évidemment extrêmement négatif, mais cette Union européenne préserve la paix et ça, les gens doivent quand même le comprendre. Une question personnelle. D'ailleurs, depuis l'Empire romain, depuis la Pax Romana, il y a eu, depuis que l'Empire romain s'est effondré, il y a eu des guerres pendant 15 siècles, 16 siècles, et les guerres ont stoppé pendant 70 ans depuis qu'il y a l'Union européenne. Et vraiment, si les gens, Radio Courtoisie, les gens sont éduqués et aiment bien l'histoire. Pendant des siècles, les gens disaient « Dieu, préservez-nous de la guerre, Dieu, préservez-nous de la peste ». Donc, c'était deux fléaux qui étaient terribles pour les populations européennes. Depuis 70 ans, il y a des problèmes, mais il n'y a pas la guerre. Il y a eu le Covid, mais c'était pas encore aussi grave que la peste. Je me permets une question personnelle. Vous parliez de vos parents, j'aimerais qu'on y revienne un peu, mais au fond, vous-même, enfant d'une chrétienne et d'un juif, vous vous définissez comme juif ? Je me définis comme juif et je dois être un de ceux qui connaît. Enfin, je connais très bien les évangiles. Je veux bien avoir même des questions. Quels sont les 4 évangélistes ? Non, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile quand même. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Marc a été écrit avant. Avant Matthieu. C'est d'ailleurs celui que je préfère, Marc, parce que c'est le plus simple et qui me paraît le plus authentique. D'où ma fierté. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu pour ceux qui éventuellement l'ignoreraient, ils ne sont pas très nombreux. Rapidement, vos parents, Serge et Béate, qui ont passé leur vie à débusquer les nazis et leurs affidés, qui se cachaient parfois, cachés à des positions élevées, mais qui cachaient leur passé. Vos parents, c'est le combat de leur vie. En quelques secondes, comment les définissez-vous ? En dehors, c'est vos parents, bien sûr. Ils ont fait une œuvre à la fois de mémoire, en rendant l'identité aux 80 000 juifs déportés de France qui n'avaient pas d'identité, c'est-à-dire on ne les avait pas listés. Ils sont parvenus à retrouver leur itinéraire, leurs photos, leur état civil. Et mon père les a sortis de l'oubli et de la négation dans laquelle les nazis avaient voulu les plonger et les a fait revenir à la lumière du jour. Ils ont fait une œuvre aussi de justice en faisant juger les criminels nazis qui avaient opéré en France et qui avaient trouvé, après la guerre, des places respectables en Allemagne. On a fait aussi juger leurs complices français comme Bousquet, Le Guay et Papon. Mais on a fait faire le discours de Valdiv à Jacques Chirac. Et en même temps, mon père a fait une œuvre d'historien et il a bien montré que si un quart des Juifs de France devaient leur perte à Vichy, qui a agi comme il a agi alors qu'il aurait dû dire non. Les 3/4 des Juifs restants qui ont survécu doivent leur survie à la réaction de la population française, nourrie de valeurs républicaines et de charité chrétienne, et qui leur a permis de survivre grâce à leur protestation et à leur protection. Merci de le rappeler. Vous êtes un personnage paradoxal, on vous a parfois taxé de branchitude, un mot qui a disparu. Vous êtes quand même pourtant au cœur des choses, avec des choses de fond, vous le prouvez. Est-ce qu'il était difficile d'être l'enfant d'un couple aussi spectaculaire que vos parents ? Branchitude, vous voyez bien, il suffit même de 5 minutes de conversation pour que vos éditeurs, même si certains ont plus un jugement critique envers moi, voient que je ne suis pas du tout branchitude et que j'ai les pieds aussi bien ancrés dans l'histoire et dans le patrimoine français et européen, et que je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Mais quand les médias n'aiment pas quelqu'un ou quand quelqu'un leur échappe et n'a pas de relation suivie avec eux ou n'est ni de gauche ni de droite, l'émeute des deux camps vous mordit un peu les pieds, mais le temps, il faut pas never complain, never explain. Le temps fait bien les choses. Et je crois que ce jugement de superficialité commence à se dissiper. Malheureusement, c'est dû aussi à l'âge. On est moins branché, effectivement. Mais quand on a c'est vrai, quand on vient en roller, quand on a des jolies filles à son bras, etc., ça amène un jugement qui est
qui est un Je comprends. jugement sur l'apparence des choses. Revenons un peu à votre mère. Si vous voulez écouter ce sont les débuts, en quelque sorte, de sa carrière, son irruption sur la scène médiatique avec un acte spectaculaire. En ce 7 novembre 1968, le Palais des Congrès à Berlin rassemble, outre les membres de la CDU, de nombreux journalistes et photographes. Une jeune femme de 29 ans s'est glissée parmi eux. Il s'agit de Beate Glasfeld. Profitant d'une pause, la frêle silhouette en jupe rouge et pull blanc réussit à rejoindre l'avant de la salle, sous le prétexte d'échanger quelques mots avec une consoeur journaliste. Et aussi impensable que cela puisse paraître aujourd'hui, elle est autorisée à passer derrière la table de la direction de la CDU. La voilà tout près de Kiesinger. Beate Glasfeld lève le bras et, de toutes ses forces, frappe le chancelier au visage. « Nazi, Nazi !» hurle-t-elle. La scène ne dure que quelques secondes. Personne n'a eu le temps de la filmer ou de la photographier. Et pourtant, cette action spectaculaire entrera dans l'histoire. À telle enseigne qu'une photo, parce qu'il y en a quand même une, mais qui n'est pas très bonne, est maintenant, je crois, au musée de l'histoire allemande, alors que sur le coup, votre mère avait été punie d'1 an de prison qu'elle n'a bien sûr pas effectué. C'est pour dire l'évolution des mentalités en quelques décennies, et grâce à quelqu'un de précurseur comme elle. Qu'avec le temps, Le jugement du temps. les jugements évoluent. C'était là effectivement la gifle d'une fille à son père, non pas simplement pour son passé nazi, mais parce que d'anciens nazis accédaient au plus haut poste de la République fédérale allemande. Il était chancelier, d'autres étaient bourgmestres, d'autres voulaient être commissaires européens, donc ça aurait entraîné inévitablement une forme de réhabilitation du nazisme. Si vous avez un ancien chancelier qui était nazi et pas simplement de basse extraction, puisqu'il était adjoint de Goebbels à la propagande radiophonique. Donc c'était quelqu'un qui avait un poste de responsabilité, donc il fallait agir, et pourtant on n'avait aucune haine personnelle envers lui. On avait un cocker et lui avait sauvé un cocker de la noyade, donc on avait plutôt un jugement sympathique sur l'homme, mais l'homme est aussi le fruit de ses actes, non seulement de ses actes, mais aussi de ce qu'il représente, et ce n'était pas possible d'avoir un ancien nazi à la tête de l'Allemagne. Donc ma mère a protesté, et cette gifle a fait aussi que Willy Brandt est devenu chancelier après et allait s'agenouiller au ghetto de Varsovie. Et maintenant, comme vous l'avez dit, cette gifle fait partie de l'histoire et elle est vue positivement. Et ma mère est grand croix de la Légion d'honneur, mon père est grand croix de la Légion d'honneur, alors qu'ils ont agi illégalement. Absolument. Et qu'ils ont giflé. Ma mère a giflé un chancelier qui allait aller à de nombreuses reprises en prison en Allemagne pour avoir protesté contre l'impunité d'anciens hauts responsables nazis qui étaient réfugiés en Allemagne. Au fond, mais quel était le sens de son combat? Est-ce qu'elle voulait expier, enfin pas elle personnellement bien sûr, ou au contraire réhabiliter le peuple allemand en extirpant la mauvaise graine? Non, ma mère n'est pas du tout religieuse, elle ne se pose pas de questions, elle est luthérienne, donc le problème de l'expiation n'a rien à voir, mais elle voulait que l'Allemagne fasse ce qui était normal, c'est-à-dire ne pas être dirigée par d'anciens nazis, et que l'Allemagne regarde son histoire en face et se débarrasse d'anciens nazis. Il n'y a pas de problème d'expiation. Elle a toujours dit qu'elle était extrêmement fière d'être allemande. Un engagement courageux avec des vrais risques qui ont été courus. Il y a eu un attentat, il y a eu différentes choses spectaculaires. On a eu la voiture qui a explosé avec un minuteur, on a failli mourir, on a reçu un colis piégé que j'ai eu la chance de ne pas ouvrir parce que j'étais dans le sud de la France alors que j'ouvrais tous les colis. Et c'est la chatte Minette qui d'habitude faisait ses griffes sur les colis, et elle n'a pas fait ses griffes sur ce colis-là, et mon père s'est méfié. Il a mis la bombe qui était dans un colis dans un sac, un petit sac de course, et il est allé au commissariat qui était juste à côté de là où vous m'interviewez, parce que c'était boulevard Exelmans où il y a un commissariat. On habitait à l'époque avenue de Versailles, qui est aussi tout près.
Et il est rentré dans le commissariat, il a dit: «Je crois qu'il y a une bombe». Les policiers, ont voulu ouvrir. Mon père a dit: «Vous pouvez l'ouvrir, mais alors dans ces conditions, je m'en vais». Ils ont appelé le service de déminage et bon, ils ont ouvert, enfin ils sont parvenus à désamorcer la bombe et ils ont dit que si, jamais on l'avait ouverte, tout le monde serait mort dans la pièce puisqu'il y avait un système d'explosion avec beaucoup de clous à l'intérieur. Vous êtes devenu ensuite un jeune homme, un adulte qui a suivi les traces de ses parents largement et puis fait d'autres choses, mais vous avez épousé et admiré leur combat. Mais quand vous étiez un enfant, est-ce que vous n'étiez pas au fond gêné que leur vie soit un peu complexe et la vôtre aussi à cause de leur engagement? Non, pas spécialement. Non, je me posais pas trop de questions à l'époque. Vous étiez un enfant avec une vie absolument normale. Avec une vie, absolument normale, un peu médiocre à l'école, mais C'est mais vrai? ouais, Qu'est-ce que vous avez j'étais comme diplôme finalement au fait? je suis avocat, j'ai fait une maîtrise de droit, DEH et j'ai fait un master à New York University et je suis avocat à New York et à Los Angeles. Donc je me suis rattrapé un peu, Largement. sur le tard. Un événement fondateur dans la vision française de l'histoire de cette période, c'est le procès Barbie. Vous y avez assisté, vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas partie prenante, vous y avez assisté, vos parents ont joué un rôle énorme. Klaus Barbie, pour ceux qui l'ont oublié, était le chef de la Gestapo à Lyon, responsable entre autres de l'arrestation de Jean Moulin, de la rafle des enfants d'Isieux et de bien d'autres exactions. Il a été finalement jugé, et votre mère est partiellement responsable de ce qui s'est passé. Écoutons cette archive. Qu'est-ce que vous avez dans ce dossier jaune qui est devant vous? Ça c'est dossier Barbie noté sur Klaus Barbie, disons, qui montre les débuts, comme j'ai commencé à m'occuper de l'affaire Klaus Barbie, parce qu'en 71, le procureur de Munich avait fermé le dossier contre Barbie en disant qu'il n'y avait pas des évidences pour prouver qu'il devait connaître le sort des enfants envoyés à Auschwitz en 1944. Et puis un Allemand, au moment où justement une photo de Barbie était publiée dans la presse allemande, un Allemand vivant à Limar, m'a contacté en disant je reconnais dans la photo de Barbie de 42 un homme d'affaires qui vit entre Lima et La Paz sous le nom d'Altmann. Et puis j'ai réuni en Allemagne tous les documents nécessaires pour identifier Altmann Barbie. Eh bien je suis partie à Lima d'abord, il a pris la fuite, est allé à La Paz, étant bolivienne. Je l'ai suivi là-bas et j'ai convaincu, je crois, l'opinion publique et le gouvernement. Voilà donc un rôle décisif dans cet événement historique. Le procès a été filmé, ce qui n'était pas du tout la tradition française. Et ma mère a couru beaucoup de risques puisqu'elle a été arrêtée dans de nombreuses dictatures d'Amérique du Sud où souvent le sort de ceux qui a été arrêtés était critique. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont été arrêtées, mises en prison dans les geôles d'Amérique du Sud qu'on n'a pas revues. Donc elle a couru de grands risques. Elle l'a fait pour la France. C'est une belle formule. On a parfois l'impression qu'elle est presque plus militante que votre père. C'était une femme, c'est elle qui très souvent prenait les risques, à la fois dans les dictatures d'Amérique du Sud et dans les dictatures des pays arabes. Et elle a reçu les plus hautes récompenses à la fois de la France et de l'Allemagne. Mais mon père aussi a couru des risques en se proposant comme otage à Beyrouth-Ouest pour les otages juifs qui étaient retenus par le Hezbollah, en allant en Iran protester contre le régime des Mollahs en 1979, en allant en Serbie, etc., etc. Mais c'est pas rien, c'est quand même un palmarès assez impressionnant. Donc vous étiez, vous, physiquement présent. Vous avez assisté aux audiences. Vous connaissez bien mieux que moi, j'imagine, le procès Eichmann. Vous vous souvenez qu'en Israël, en 62, je crois, et vous vous souvenez que Hannah Arendt avait écrit, et ça avait choqué beaucoup de gens, elle trouvait ce personnage qu'elle espérait voir un monstre et qu'elle avait trouvé quelqu'un de normal. Elle avait parlé de la banalité du mal. Est-ce que vous adhérez à cette formule? Est-ce qu'elle voulait dire que n'importe qui aurait pu être aussi monstrueux? Pour qui? Pour Barbie? Oui, par exemple. Eichmann n'était pas simplement banal, c'était quelqu'un de banal qui est devenu extraordinaire par le travail sinistre qu'il a accompli. Et il est devenu extrêmement compétent et il était fanatique, donc il n'était pas banal. C'était quelqu'un qui était peut-être très sympathique avec ses enfants, avec sa femme ou avec ses amis, mais qui, dans le travail qui lui a été confié et qu'il a pris à cœur, a été extrêmement efficace, extrêmement fanatique et qui a cherché à déporter le plus de juifs qu'il pouvait, même en 1944, en Hongrie, etc. Donc c'est pas quelqu'un de banal, c'est quelqu'un qui est plongé dans un univers et qui devient extraordinaire par ses compétences et par son
fanatisme. Mais ce qu'elle voulait dire, je crois, c'est que ça serait plus confortable pour une société de se dire tout ça est l'apanage, c'est quelques monstres. Mais en réalité, non, d'innombrables gens peuvent finalement se transformer dans les circonstances en monstres. C'est ce qu'elle voulait dire, je crois. Oui, mais enfin ça, c'est quelque chose qui est tout à fait banal. C'est-à-dire que, bon, mis dans des circonstances extraordinaires, n'importe qui peut faire des choses qu'il ne se serait pas cru capable de faire autrement. Vous pensez que vous pourriez commettre des horreurs, vous? Non, je pense pas que je pourrais commettre des horreurs. Il doit y avoir quelque chose qui retient. Sinon, tout ça est trop facile. Sinon, ça veut dire que tout acte ne mérite pas de jugement et qu'il n'y a pas de libre arbitre. Eichmann avait reçu sans doute une éducation de petits bourgeois comme Barbie, mais ils avaient tous deux lu la Bible et ils savaient ce qu'était le bien et ils savaient ce qu'était le mal et ils ont choisi en pleine connaissance de cause la route du mal pour leur carrière. Mais que ce ne soit pas un monstre, c'est tout à fait normal. C'est pas quelqu'un qui tuait les Juifs de ses mains hein, non plus. Ceux qui tuaient les Juifs de ses mains, les capots ou les gardes ukrainiens qui assommaient à coups de massue les Juifs ou ceux qui jetaient les bébés dans les fours crématoires, eux étaient monstrueux, mais lui était un fonctionnaire et qui est devenu très compétent et qui était fanatique et qui a fait extrêmement de mal au peuple juif. Si mes souvenirs sont bons, et aux résistants aussi d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Barbie est d'abord venu à l'audience. Je parlais d'Eichmann. Barbie, oui, a été efficace. Il allait chercher à la fin de la guerre en 44, en avril 44, dans la maison d'Isieux qui était très éloignée dans la montagne, les 44 enfants d'Isieux, alors qu'il aurait pu fermer les yeux, il les a ramenés pour qu'ils soient déportés, sachant très bien qu'ils seraient exterminés. Il a fait ce qu'il a fait à Jean Moulin aussi. Bien sûr. Mais à l'audience, si mes souvenirs sont bons, il était d'abord présent, puis il n'est plus venu. Il n'a même pas assisté, c'est quand même une lâcheté un peu suprême, il n'a pas, comment dirais-je, collaboré à son propre procès. Donc vous étiez là, quels sont vos souvenirs d'audience? Je suis allé à quelques séances, j'ai pas beaucoup de souvenirs, que c'était des Barbie ou Touvier, aucun des deux ne m'a impressionné le moins du monde, mais il n'est pas venu pour laisser la vedette à son avocat, maître Vergès, alors qu'il aurait mieux fait d'aller à son procès et de chercher à déstabiliser les témoins. Donc ça a été une erreur de sa part. Vous m'amenez à une question d'une banalité dont je m'excuse à l'avance. Auriez-vous pu être l'avocat de Barbie? Non, sans doute pas, parce que je n'ai jamais été l'avocat du moindre criminel. J'ai été 2 fois avocat en cour d'assises dans l'affaire Paul Touvier, dans l'affaire Maurice Papon, et si je ne l'ai pas été dans d'autres affaires, ça signifie que c'est pas mon... Mais néanmoins, chacun a droit à la défense. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, chacun a le droit, mais oui, c'est vrai, chacun a le droit, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas c'est pas ce que j'ai fait en tous les cas. Voilà, donc ça doit dire aussi quelque chose. Bien sûr. Et je voudrais pas avoir à... Oui, je me poserais quand même des questions si j'avais un violeur ou un tueur d'enfants, lui serrer la main, être aimable avec lui, lui dire bon, on va se débrouiller, au revoir, et vous avez bien mangé. Non, c'est pas mon truc. Le procès Barbie, donc, qui est d'ailleurs mort après en prison, après finalement n'avoir jamais pris la parole clairement. On ne s'est jamais ni défaussé de ses responsabilités clairement, ni avoir assumé. Donc on reste sur une espèce de frustration, je trouve, un petit peu. Non, pas du tout, oui. Parce qu'il y a le Telex qui montre qu'il est bien allé à Isieux, qu'il a signé ce Telex. Ah, mais il n'y a pas de doute. Il faut dire frustration par le fait qu'il n'assume pas et qu'on ne puisse pas... et que ça change pas grand-chose. Vous trouvez? Je trouve, non. D'accord. Non, je ne trouve pas que ça change grand-chose. Très bien. J'ai réfléchi à quelques morceaux de musique qui me paraissaient avoir un rapport quelconque avec ce dont nous parlons. Est-ce que vous connaissez un film qui s'appelait Nos plus belles années, The Way We Were, avec Robert Redford, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et Barbara Streisand. Et j'ai souri en repensant à ce film, parce que c'est un couple un peu l'inverse de vos parents. Elle est une jeune militante juive, lui ne l'est pas. Et à cette époque de la guerre, bon, c'est en Amérique, c'est pas la même vie qu'ici, mais c'est un couple qui se crée, qui se forme, mu par une culture différente, mais qui se rejoignent. C'est assez touchant et la musique est très bien. The Way We Were, c'est Barbara Streisand, c'est un film de Sidney Pollack en 1973.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Avec nous aujourd'hui, dans les neiges du Kilimandjaro, Arno Klarsfeld. Merci encore d'être là, Arno Klarsfeld. Nous parlions ensemble juste avant de cette époque, de l'occupation, des jugements de Barbie, cette histoire qui n'en finit pas, comme disait, je crois, Amouroux. Vous portez, en plus, c'est quand même incroyable, parce que vous portez le nom de votre grand-père, qui s'appelait Arno Klarsfeld, et qui, lui, a disparu à Auschwitz. Oui, qui a été arrêté à Nice en septembre 1943. Jusqu'à là, ils étaient protégés par la présence italienne dans le sud. Et quand les Italiens sont retirés, après le 11 novembre 1942, avec La ligne de démarcation. la Gestapo et les Allemands sont rentrés à Nice, et avec l'armée allemande, la Gestapo de Brunner. Et mon grand-père a fait construire un double fond dans une armoire, et quand il y a eu des rafles, toute la famille, mon père, ma tante et ma grand-mère et mon grand-père Arnaud, sont allés se cacher. Et quand mon grand-père a entendu les cris venant de la maison, de l'appartement d'à côté, quand il torturait les enfants pour les faire parler, il s'est dit, s'ils rentrent, s'ils ne trouvent personne, ils vont fouiller violemment, et ils risquent de voir le double fond de l'armoire qui est très fin, et il risque de nous trouver. Donc il est sorti, et il a ouvert lui-même aux Allemands, et il parlait très bien allemand. Il était né à Braila, qui est un port sur le Danube. Il avait une très bonne éducation, il parlait plusieurs langues, et il a ouvert aux Allemands. Et bon, il s'est sacrifié pour sauver son épouse et ses deux enfants, dont mon père Serge. Et il est parti à Auschwitz, et arrivé à Auschwitz, il avait toujours bien vécu de manière très élégante. Et il a été frappé par un capot, et fait qui était rarissime à Auschwitz. Il a assommé le capot, il a été envoyé immédiatement dans les mines de Fürstenbrück, où les gens tenaient 6 semaines. Il a tenu 6 mois, et il est mort. Il est mort d'épuisement, il n'a pas été exécuté directement. On ne sait pas s'il a été envoyé après la chambre à gaz, ou s'il est mort à l'infirmerie, ça on ne sait pas. Pas exactement, mais les registres tenus par les Allemands ont permis de savoir... Oui, mon père, en 1965, est allé à Auschwitz sur les traces de son père. Il a retrouvé le numéro de matricule et son itinéraire. Ça a dû être quelque chose d'incroyable pour lui. Vous, cette histoire qui est la vôtre, c'est vos gènes, c'est votre nom en plus, ça qui est fou. Est-ce que ça n'est pas lourd à porter jamais ? Lourd à porter, non, je ne me pose pas trop de questions. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il a bien fait ? Et ça, c'est une question philosophique. C'est est-ce qu'il a bien fait par un réflexe de dignité, d'assommer le capot, parce que sinon il aurait pu peut-être survivre à Auschwitz, puis il était costaud, et qu'il aurait été sélectionné pour le travail. Est-ce que ce réflexe de dignité ne lui a pas été fatal? Lui a été fatal, mais aussi ça a été très difficile pour mon père, ma tante et son épouse après la guerre, quoi. Bien sûr. Ma grand-mère, qui n'avait jamais travaillé, a dû commencer à travailler, il n'y avait plus d'argent. Et ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il a bien agi ? Quand j'étais petit, évidemment, il avait bien agi. Et maintenant, je me demande... Peu de chances de survie quand même, non ? Enfin, pardon d'être un peu cruel. Non, il y en a qui étaient sélectionnés pour le travail, qui en novembre 1943, il aurait peut-être pu attendre la libération des Russes. Il avait été, non pas à Birkenau, mais au camp d'Auschwitz. Comment est-ce que cette histoire vous est parvenue ? Est-ce que c'est votre père directement qui vous a raconté, Arnaud, ton grand-père vous a sauvé en faisant ça ? L'histoire de la cachette, dans le fond, oui, depuis tout petit, j'ai... Quel âge avait-il, votre père, à ce moment-là ? 5-6 ans ? Mon père, en 1943, avait 8 ans. Oui. Donc, il en a un souvenir très concret. Le départ de son père, il se rappelle encore le froissement des vêtements sur la tringle quand les Allemands ont
on poussait les vêtements pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière les vêtements. Et lui était à quelques millimètres derrière la cloison. Toute cette vie qu'il Et a... ma sœur avait toussé, était un peu malade. Et elle s'est mis une chaussette dans la bouche pour pas... Toute cette vie vouée par votre père et votre mère ensuite à la traque des nazis, etc. Est-ce que c'est psychologie de bazar, mais est-ce que c'est une manière de remercier son père d'avoir utilisé la vie que son père lui a donnée, en quelque sorte, en la consacrant à ça? Oui, c'est sans doute cela pour... il n'a jamais dû supporter d'avoir perdu son père. Oui. Ça, c'est 100% sûr. Et en même temps, il peut se Et dire... en même temps, c'est un héros, mon père est un héros. il a sorti quand même toutes ses victimes de l'oubli. Et il a fait non seulement justice pour les Juifs, mais il a fait le travail de la France. C'est-à-dire ces criminels avaient opéré en France. Bien sûr. Donc il a fait vraiment le travail de la France. Et la France l'a remercié, quel que soit le président de la République. C'est vrai. C'est un accomplissement extraordinaire. Vous parliez de votre père et de sa visite à Auschwitz. Justement, j'avais prévu d'écouter cet extrait où il en parle brièvement. Je me suis rendu effectivement à Auschwitz à une époque où personne n'y allait. Et je me suis retrouvé à Birkenau tout seul parce que les visiteurs allaient à Auschwitz I, le camp mer, le camp métropole, on peut dire. Et puis à Birkenau, le camp des Juifs, il n'y avait personne. Et là, j'ai compris que j'aurais dû normalement mourir à cet endroit. Et je me suis dit, j'appartiens à une catégorie exceptionnelle de Juifs, ceux qui ont vécu la Shoah et ceux qui ont vu la résurrection d'un État juif. Donc il faut combiner les deux, et puis il faut défendre à la fois être dans le présent et puis dans la mémoire juive. C'est amusant, en écoutant votre père, vous avez un peu le même rythme, la même scansion. Vous vous rendez compte ou pas? La même manière de couper les phrases. Ça vient de me frapper brusquement. Est-ce que vous pensez que votre père, donc jeune homme dans l'après-guerre, a toujours eu l'intention de mener cette quête, de s'accomplir en faisant ça, ou bien est-ce que c'est venu un peu aussi par la rencontre de votre mère? Je crois que c'est venu essentiellement par la rencontre avec ma mère, le voyage à Auschwitz. Sinon, ce qu'il me dit, il aimait beaucoup Stendhal. Et son but dans la vie était simplement d'être heureux. Donc il aurait Mais enfin, il a été heureux bien comme sûr. cela Mais aussi. il aurait pu oublier et mener une vie Il aurait pu, plus standard. Voilà. Vous pensez qu'il a fait un bon choix quand même? Oui, je pense qu'il a fait un bon choix, oui, évidemment. Est-ce que vous en parliez à l'instant, sa transmission, quand il a raconté l'anecdote terrible le jour de l'arrestation, c'est une chose. Mais d'une manière plus générale, est-ce qu'à un moment, il vous a dit ce que nous faisons, j'aimerais que tu le poursuives, ou c'est venu tout seul? Non, c'est venu naturellement, mais ma mère m'a amené aussi dans ces manifestations en Allemagne. J'étais à Auschwitz quand j'avais 10 ans. Bon, on vivait quand même une vie aventureuse. Les bombes, ma mère était en prison en Allemagne, mon père aussi. Donc, bon, c'est comme un petit guépard qui suit sa maman guépard, comme vous voyez dans les reportages animaliers. Donc, il s'imbibe de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Oui, votre mère, si je me souviens bien, son propre père était un soldat parmi des millions d'autres dans la Wehrmacht et est mort très rapidement d'ailleurs après-guerre, je crois. Il est mort après-guerre, C'est ça. oui. Il était sur le front en France d'abord, et puis après sur le front de l'Est, où il a attrapé une pneumonie. Il a été rapatrié en Allemagne. Il y a 2 semaines, il y avait à votre place le reporter de guerre Patrick Chauvel, qui a vécu 40 conflits depuis la guerre des 6 jours, et qui nous disait, au fond, je fais ça parce que je ne veux pas que certains puissent dire maintenant, comme l'ont dit beaucoup d'Allemands en 45, 46, ah, on ne savait pas, on n'y est pour rien, on était à côté. Voilà. Est-ce que vous, dans l'ensemble, vous reprochez au peuple allemand de l'époque sa non-résistance? C'est compliqué comme question. Ils n'auraient pas dû voter Hitler, mais une fois qu'ils avaient voté Hitler, mais en fait, ils ont été plongés dans la crise et ils ont vu dans Hitler une forme de rédempteur. Et dans les premières années, Hitler leur a apporté effectivement la sécurité, une certaine stabilité, mais cette course aux armements qui l'omnibulait ne pouvait sans doute ne découler que dans une guerre.
Donc je reproche pas aux Allemands, je reproche en général, non pas aux gens qui sont indifférents. Il y a des formules de telle personne ou tel personnage célèbre qui dit: «Ah, c'est pas ceux qui agissent mal qui sont à à à condamner, mais c'est ceux qui restent indifférents. Ceux qui restent indifférents me sont assez indifférents, je vais pas les condamner, c'est ceux qui agissent mal qu'il faut condamner. Bien sûr. Ceux qui sont indifférents, bah, si tout le monde était héroïque, il y aurait plus de héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas en vouloir à des gens qui veulent simplement continuer à vivre. Il faut en vouloir à ceux qui agissent Bien mal, je sûr. crois, et pas aux autres, et ne pas condamner collectivement, un un peuple. Mais les gens, ma mère, par exemple, qui n'avait rien à se reprocher, a agi, pour donner une autre image de l'Allemagne. Mais ceux qui n'avaient rien fait de mal, il ne faut pas leur Et quelle admiration pour les quelques qui ont résisté à l'époque, voilà. notamment ces jeunes chrétiens, la Rose Blanche, Oui, ceux-là. Hans et Sophie Scholl qui ont été, Là, on est renversé voilà. d'admiration pour ces gens-là qui ont d'ailleurs perdu la vie. Et revenons à vous, Arnaud Klarsfeld. Il y a une époque de votre vie, au début de votre carrière, où vous sembliez être loin de tout ça, puisque vous êtes devenu une sorte d'avocat d'affaires, vous étiez à la Banque Lazare, donc un jeune homme moderne, loin de l'histoire, semblait-il à Non, j'ai l'époque. toujours Non. été très proche de mes parents. J'ai toujours été, j'étais dans toutes les manifestations. J'avais protesté contre Jean-Marie Le Pen, qui disait que l'Holocauste était un point de détail dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'étais allé au meeting au Bourget, où j'étais monté sur la scène et j'avais dit que Le Pen se comportait comme un nazi. Bon, j'étais passé à tabac pour le service d'ordre. J'ai perdu plusieurs dixièmes à l'œil droit. J'étais quelques jours à l'hôpital. Donc j'ai toujours été engagé. J'ai protesté contre Waldheim en En Autriche. Autriche, le J'ai été chancelier, oui. en prison. Donc j'ai toujours Oui, mais la Banque Lazare, été c'est en particulier. où j'avais c'est- fait le stage à la Banque Lazare à New York pendant l'été. Et puis après, comme j'étais avocat à New York, j'ai commencé à travailler dans un grand cabinet d'avocats. Mais comme j'étais proche de mes parents, je suis rentré à Paris, et il y a eu le procès Touvier. D'accord, j'allais y venir. Donc c'était pas à l'époque, encore une fois, je ne sais pas, je ne sais que supposer. Je m'étais demandé, est-ce qu'il n'a pas voulu à l'époque fuir cet univers touchant, mais peut-être Non, oppressant, en non, faisant autre non, chose, en faisant du non, business? non, j'ai jamais voulu Pas du tout. fuir. D'accord. Alors le procès Touvier, justement, vous en parlez. Là, autant le procès Barbie, vous étiez un spectateur lointain. Là, le procès Touvier, vous êtes présent, vous êtes l'avocat d'une des parties civiles. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement qui était Touvier? Certains ne s'en souviennent pas. Touvier était le chef de la milice de Lyon. Là encore, comme Barbie, il s'est passé beaucoup de choses à Lyon. Et donc, il a eu une traque, ne revenons pas sur les détails, il était caché longtemps par certaines entités religieuses, on a mis des décennies à l'arrêter. Et finalement, donc, procès dans les années 88, ou non, un peu plus Le récent que ça? procès était en 94. 94, pardon, donc longtemps après les faits. Donc, pour qui représentiez-vous à ce procès, vous? Je représentais un certain nombre de parties civiles qui avaient été victimes de Paul Touvier après l'assassinat de Philippe Henriot, qui était le chef de la propagande en France, à Vichy, et qui était à Paris. Et il avait été exécuté par les résistants. Et Touvier, pour se venger, était allé choisir un certain nombre de juifs, six juifs, qu'il avait fait fusiller au cimetière de Rieux-la-Pape. Et après la guerre, ou au procès, il avait dit que c'était les Allemands qui l'avaient forcé à agir, enfin qui disaient oui, mais si, s'il n'avait pas exécuté ces six juifs, les Allemands en auraient exécuté 100. Enfin bon, mais tout le monde était d'accord avant le procès pour dire que Touvier avait agi de sa propre initiative, et comme le cour de cassation avait rendu un arrêt définissant le crime contre l'humanité comme il fallait avoir agi pour le compte d'une puissance ennemie, tous les avocats avaient viré Kazak en disant qu'il avait agi pour le compte des Allemands. Et moi, j'étais resté dans la vérité historique, et c'est ce qui m'a singularisé au cours du procès. J'ai tenu bon en respectant la vérité historique, et les historiens et un certain nombre de journalistes m'ont été reconnaissants, et ma tactique a été ou ma stratégie plutôt a été la bonne. Il a été condamné,
Et tout le monde a dit après qu'effectivement, il avait agi de sa propre initiative. Un bref extrait du procès où on le voit, là encore, presque apathique. On l'entend plutôt interrogé par le président. Accusé, veuillez vous lever. Quels sont vos noms, prénoms? Touvier, Paul, Claude-Marie. Vous êtes le chef, vous êtes l'organisateur, c'est vous qui avez transmis les instructions, c'est pas les exécutants. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je ne me rappelle Quand pas. vous dites que vous avez sauvé 23 personnes, Eh oui. comment peut-on vous croire? Comment peut-on vous croire? Mais où étaient-ils ces 23 que vous avez sauvés? Où étaient-ils? Vous avez eu du mal à en trouver 7. Un bref extrait du procès de Paul Touvier, interpellé de manière assez dure par le président. Vous vous souvenez de ces moments-là? Enfin, je ne me souviens pas de ce moment moment bien sûr, particulier. de l'ensemble de l'audience, du ton qui était employé. J'y repense pas tellement, ou je repense même pas du tout d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça m'intéresse cette réponse. Finalement, vous voulez dire que c'était pas un événement si important que ça? Si, c'était important sur le moment, mais c'est passé. Il a été condamné à la peine qu'il méritait. On a montré qu'il n'avait pas simplement agi sur le compte des Allemands, mais qu'il avait agi de sa propre initiative, que donc c'était un crime de la milice française, qui a été une milice antisémite. Donc c'était important de le montrer. Maintenant, si j'y pense, parce que de temps en temps, il y a des interviews, il y a des reportages sur la 2 ou sur d'autres chaînes, et, on me demande de parler, mais sinon, dans la vie quotidienne, non. J'imagine. J'y pense Mais, pas. oui, non, j'imagine. Mais est-ce que vous avez le sentiment à l'époque, enfin, c'est jamais simple de se replonger dans ces sentiments de l'époque, mais de contribuer à l'histoire quand même, c'est pas un fait divers banal. C'était un procès historique, donc je savais que c'était un procès historique, mais ça me... Comment êtes-vous d'ailleurs amené à défendre ces gens-là? Comment sont-ils arrivés à vous, jeune avocat? Par mon père. C'est ça. D'accord. Et vous avez accepté immédiatement? Oui. Et puis mon père, au procès Barbie, il avait vu que tous les avocats se disputaient et tout ça, et que lui n'avait pas tellement envie de se disputer avec les autres avocats. Et je crois qu'il a compris que sur moi, les critiques glissaient un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard, et il m'a envoyé moi. On était donc là un demi-siècle, pratiquement déjà après les faits. Il y a une école de pensée qui dit tout ça est arrivé trop tard, ça ne sert à rien de remuer le passé, c'est de la boue, c'est inutile, laissons les Français se réconcilier. Et puis d'autres qui, donc, comme vous, visiblement, pensaient que non, il fallait aller au bout, crever l'abcès. Ça permet d'ailleurs aux Français de se réconcilier, de montrer qui ont été les criminels, et de montrer aussi que la population française avait bien agi dans son ensemble. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, que les 3/4 des Juifs de France doivent leur survie à la population française, animée de valeurs républicaines et de charité chrétienne. Donc c'est important. Le procès est possible, et c'est important que le criminel soit amené devant la cour d'assises sur les lieux de son crime et aille en prison. C'est tout à fait légitime. Cette affaire Touvier, elle amène aussi une question sur le rôle de l'Église, car il a été protégé, on le sait, par des congrégations religieuses pendant des décennies. Donc certains opposants profitent de cela pour dire que l'Église a joué un rôle si négatif. Et en revanche, je veux le savoir aussi, il est bien connu que dans les camps de concentration, les prêtres catholiques étaient parmi les gens les plus représentés en pourcentage de leur profession. Donc il y a une espèce d'ambivalence de la religion. Non, en France, la survie des Juifs doit aussi aux protestations des hauts prélats lors des grandes rafles de l'été 42, qui, lorsqu'ils ont compris que les Juifs arrêtés, les familles juives arrêtées allaient vers une mort certaine, ont protesté, ont fait des homélies, des sermons dans les églises, et ces sermons ont influé sur Laval, qui en 1942, en septembre 1942, a été trouvé le chef de la Gestapo au Berg, et il recevait les rapports des préfets régionaux sur son bureau, et il a dit à Auberg, écoutez, on ne peut pas disposer des Juifs comme d'une marchandise dans un prix unique. J'ai à faire face à une opposition très forte des hauts prélats de l'Église,
Suat, enfin de Saliège, etc. Ne me demandez plus de quotas de juifs à déporter. Croyez bien que je ferai ce que je peux, mais ne me mettez pas la pression. Et le vaste programme de déportation a été fortement ralenti. Donc, mon père m'a toujours enseigné qu'il fallait être redevable à l'Église de France pour le sauvetage des Juifs. Pour Touvier, il y a une partie de l'Église réactionnaire et antisémite peut-être qui a dissimulé Touvier, mais c'est une partie très minoritaire. Et vraiment, ce que mon père m'a toujours enseigné, c'est qu'il fallait être redevable à l'Église de France. C'est très bien d'entendre dire ça. Autre procès dans lequel vous jouez un rôle très important à l'époque, le procès Papon. Je le trouve, avec beaucoup de recul, plus ambigu. Touvier est un criminel, directement. Papon est un rouage, un fonctionnaire. Enfin, on connaît bien l'affaire Papon. Et pour certains, moi j'ai quelque chose que je peux entendre, pour certains, il n'aurait pas dû être jugé car il se trouvait là par hasard et n'étant rien responsable de ce qui s'est passé. Il a juste laissé les trains circuler, pour simplifier. Quelle était votre stratégie à l'époque? Je simplifie exprès. On ne se retrouve pas secrétaire général d'une préfecture régionale en charge des questions juives par hasard. Il a fait Sciences Po. Vous m'avez interrogé tout à l'heure sur le bien, le mal. Lui aussi, il aimait les auteurs grecs, il aimait l'Iliade et l'Odyssée. Il savait ce qu'était le bien et ce qu'était le mal. Et il a accepté de faire ce qu'il savait être le mal. Si on lui avait dit de faire le bien, il aurait peut-être fait le bien. Mais rappelons son rôle exact, Arnaud. Aussi, il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, mais enfin, bras droit du préfet de région. Il y avait 8 préfectures de région. Bon, il était en zone occupée, c'est vrai. Et le chef d'accusation, quel est-il exactement? De complicité de crimes contre l'humanité. Complicité, carrément. Et il a été condamné, mais j'étais le seul à demander une peine qui était une peine équitable, prenant en compte le fait qu'il était secrétaire général de cette préfecture, mais enfin bras droit, c'était lui qui avait en charge cette question juive. Et il a fait, effectivement, il a fait du zèle, il a fait ramener des enfants juifs qui étaient, comme pour les enfants d'Isieux, isolés, qu'il aurait pu facilement laisser en paix. Il les a fait ramener pour les livrer aux Allemands. Et j'ai été le seul à dire qu'il fallait prendre en compte ses responsabilités et que l'impulsion criminelle ne venait pas de lui, et de demander 10 ans. Et j'étais fortement critiqué par tous les avocats des confrères souhaitaient une peine plus sévère. Qui souhaitaient la perpétuité et son défenseur qui voulait l'acquittement. Mais s'il avait été acquitté, cela aurait signifié que tous ceux qui ont participé à l'arrestation des Juifs en France, c'est-à-dire Vichy, avaient les mains propres finalement. Mais des Maurice Papon, il y en a d'autres. N'est-il pas un bouc émissaire? Non, il n'y avait pas tellement d'autres, parce qu'il y a 8 préfectures régionales, donc il y a 8 secrétaires généraux en charge des questions juives. Donc, il n'y en avait pas tellement plus que ça, mais il était là où il était et il fallait qu'il soit condamné. Donc, à vos yeux, c'est clair, même si vous apportez des nuances, l'excuse de je suis là et je remplis mon rôle administratif ne tient pas. Non, c'est-à-dire si on vous demande de remplir votre rôle administratif, si votre préfet vous demande, vous sortez et vous abattez tous les gens que vous rencontrez, il dira je remplis mon rôle administratif. Il arrête des familles françaises à Bordeaux en janvier 1944. Qu'est-ce qui lui donne le droit légalement d'arrêter des familles juives françaises? Il a été à Sciences Po, il sait très bien que c'est... légalement, si. Moralement, non. Mais légalement, il obéit à sa hiérarchie. Il obéit à... d'accord, alors dans ces conditions, si le préfet lui avait dit « vous sortez, vous tuez 10 personnes », bon, c'est la même chose. Rien ne lui permettait d'arrêter des familles juives françaises et même étrangères et de les livrer, aux Allemands, sachant que leur sort serait funeste. Et donc j'ai demandé une peine de 10 ans. Maintenant, si on lui avait dit d'accomplir le bien et de ne pas livrer, il l'aurait sans doute pas livré, mais il l'a fait, il savait que c'était mal. Et il l'a quand même fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas échapper à ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on vous donne un ordre qui est un ordre... Immoral, même pas illégal, illégal, mais en plus immoral, arrêter des enfants en bas âge de 6 mois, faire ramener des petites filles de 5 ans
et né en France et les livrer à la Gestapo, bon, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il méritait d'être condamné. Le verdict tombe, il n'est d'ailleurs pas allé au bout de sa peine pour des raisons de grand âge. Vous avez le sentiment que justice est faite, que Oui, vous j'avais avez le sentiment que justice est faite et on était tous très soulagés. 50 ans et plus après, malgré tout. Pour vous, il n'y a pas de délai finalement pour juger des gens qui ont accompli des actes de ce Qui type. ont accompli des actes comme celui-là, non, il n'y a pas de délai. D'accord. L'occupation, période... bon, ça a tellement à dire et c'est ridicule en 5 secondes. Une belle musique de film, encore Robert Enrico comme Les Aventuriers qui est le générique de l'émission, c'est Le Vieux Fusil. Vous l'avez vu celui-là? Avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Non, j'ai pas vu. Vous l'avez vu, non. Et donc Arnaud Clarfeld. Moi, je veux voir ne pas au cinéma. Batman, Superman, Iron Man. Mais non. Si, Alors, je veux ok. voir simplement les Eh ben films. alors, on va dire Et si, je connais bien le cinéma américain des années 30 à 60, mais il y a des films qui finissent bien essentiellement. Alors, on va dire que ça s'appelle pas Le Vieux Fusil, on va dire que ça s'appelle The Long Rifle. Comme ça, vous irez le voir peut-être. Ok. François de Roubaix, un compositeur merveilleux, auteur de la musique de ce film de Robert Enrico, Le Vieux Fusil, Philippe Noiret, Romy Schneider, sorti en 75, César de meilleur film, et 10 ans plus tard, consacré par l'Académie comme César des Césars. À l'époque, pendant longtemps, le film préféré des Français, et que là encore, vous n'avez pas vu Arnaud Klarsfeld, ça n'est pas bien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'après les procès Touvier et Papon, un cycle s'achevait à la fois dans l'histoire de France et de votre propre vie, ou bien est-ce que vous vous êtes dit, je vais poursuivre cette lignée-là, je vais m'engager, je vais aller plus loin dans d'autres directions, mais continuer à m'engager? Moi, j'ai continué à être engagé. J'ai continué à être engagé pour la défense d'Israël. J'ai fait mon armée 2 ans dans une unité combattante en Israël en 2002, durant la deuxième intifada, contre les islamistes. J'avais vu aussi, avant beaucoup d'autres, le danger que représentaient les islamistes du Hamas et du djihad islamique, et je les ai combattus pendant 2 ans en Israël. Donc j'ai fait mon devoir, je crois, à la fois pour défendre le peuple juif et défendre Israël, et aussi défendre les valeurs occidentales qui sont mises en péril par l'islam fondamentaliste. Donc je suis toujours engagé quand même dans le présent, dans le passé aussi, en tant que secrétaire général des fils et filles des déportés juifs de France, dans l'histoire. Bon, tout en étant un peu superficiel, parce que j'ai pas vu les vieux fusils, ni la liste de Schindler, ni la piscine, et que je vais voir que Iron Man en mangeant du popcorn. Mais chacun est paradoxal, voilà. Lorsque la grande cause de vos parents, ça a été celle qu'on a évoquée à plusieurs reprises dans l'émission, la traque des nazis, la punition de ceux qui étaient des vrais coupables et qui donc on a démasqué. Quelle est la vôtre, au fond, maintenant? Ma cause est celle de mes parents. Je suis dans la lignée de mes parents. Je vais essayer d'avoir une vie aussi heureuse en même temps, essayer d'avoir des enfants. J'ai une petite copine, j'ai deux chats très mignons, Max et Malkinette. J'aime beaucoup les animaux. Je voudrais aussi apporter ma pierre dans la défense du bien-être animal. C'est quelque chose qui me tient à cœur, pour lequel je milite depuis déjà longtemps, mais je voudrais bien faire quelque chose de réellement d'efficace pour les animaux. J'avais prévu qu'on en parle un peu plus tard. Il y a un petit extrait qu'on vous fera entendre. Vous allez voir dans quelques minutes. On a presque fini. Mais je voudrais d'abord que vous me parliez vous en avez fait allusion à l'instant de ce séjour dans l'armée israélienne. Il y a quelque chose qui me trouble un peu. À la fois, j'ai pour vous de l'admiration. C'est pas comme l'armée luxembourgeoise. C'est une armée opérationnelle. Il se passe des choses. Et en même temps, est-ce que un citoyen français peut facilement, brusquement porter un autre uniforme? Bah oui, tout juif, je suis pas simplement citoyen français, je suis aussi citoyen israélien. Et comme mon père a dit tout à l'heure, il est d'une génération qui a vu le peuple juif presque périr dans les fours crématoires d'Auschwitz, et en même temps qui a connu la résurrection d'un État qui avait disparu depuis 2000 ans. On est une radio qui est une radio attachée aux valeurs chrétiennes, et c'est vrai que le peuple d'Israël, qui a connu le Christ, Jésus, eh bien, qui a été juif, eh bien, ce peuple a ressuscité sur sa terre 2000 ans après, et je veux être aussi partie de cette aventure. Je me sens pleinement français.
même si j'ai pas vu le vieux fusil, je connais des milliers Je de vous ai fait de la vers. peine, je suis navré. Non, pas du tout, je rigole, mais je connais des milliers de vers de poètes français, de Hugo. Bon, donc j'ai une culture profondément Mon père, ce française. héros au sourire si doux. L'histoire française est profondément ancrée en moi, mais j'aime aussi l'histoire d'Israël. Donc j'ai une double identité, une identité française, une identité juive aussi. Exercice dit de mise en abîme, nous sommes avec Arnaud Klarsfeld, et nous allons écouter ensemble Arnaud Klarsfeld qui répond à une interview justement sur Tsahal et sa participation qu'il évoquait à l'instant. C'est pour ça que je crois que vraiment les Européens ou ne veulent pas se rendre compte ou de la situation dans laquelle sont les Israéliens. Je ressens de la compassion pour les Palestiniens, je pense qu'ils ont le droit à un État, mais Israël a quand même aussi le droit de se défendre. C'est ça que et les deux peuples, c'est-à-dire ça pourrait être un paradis. Jérusalem à un moment était totalement vide, alors que ça devrait être un paradis à la fois pour les Arabes et pour les Juifs, quoi. La solution à deux États, oui, la solution à deux États, oui, mais elle a été refusée par les États arabes et par les Palestiniens depuis 1948. Il y a eu une résolution qui partageait la Palestine, qui n'était même plus la Palestine mandataire, puisque la Jordanie en faisait partie, mais Israël en deux. Les Israéliens ont accepté, les Palestiniens n'ont pas accepté. Et de 1948 à 1967, la Cisjordanie, ou la Judée-Samarie, était... D'ailleurs, pour des gens qui sont chrétiens, ça c'est toujours appelé la Judée-Samarie. Jésus descendait de Galilée, il passait pas par la Samarie parce que les Samaritains étaient hostiles aux Juifs, il passait par la Judée. Donc, qu'on appelle ça Judée-Samarie, ça s'est appelé Judée-Samarie pendant deux millénaires, ou peu plus, même 3 millénaires. Tous les chrétiens connaissent la Judée-Samarie. La Cisjordanie, ça s'appelle Cisjordanie depuis 60 ans, parce que quand justement cette Cisjordanie, la Jordanie l'avait annexée, eh bien, elle l'a quittée il y a peu de temps, mais de 1948 à 1967, eh bien, la Cisjordanie était jordanienne, et Gaza était contrôlée par les Égyptiens. Pourquoi ils n'ont pas créé leur État à ce moment-là? Et en 2001, Ehud Barak a proposé aux Palestiniens 100% de la Cisjordanie, les Palestiniens et même Jérusalem divisé en deux, le mont du Temple avec une souveraineté verticale, une souveraineté horizontale, et les Palestiniens, Arafat a refusé. Olmert a refait la même proposition à Abou Mazen en 2009 ou 2008. Ils ont refusé. Et donc, s'ils refusent tous les compromis, si on se replonge dans l'histoire, il n'y a pas une partie qui a raison, il n'y a pas une partie qui a tort. Mais ce qu'il faut, c'est un compromis. Mais beaucoup de Palestiniens ne veulent pas d'un compromis. Ils veulent un État palestinien sur la terre d'Israël. Mais néanmoins, vous disiez à l'instant, vous évoquiez votre atavisme, votre âme israélienne en quelque sorte. Néanmoins, on peut être citoyen d'un pays et avoir un avis. Enfin, est-ce que c'est right or wrong, my country? Est-ce que le soutien est inconditionnel? C'est délicat, je ne vais pas m'aventurer sur le sujet de l'actualité immédiate, mais quand même, être un soutien d'Israël dans toutes les circonstances, c'est possible? Non, pas dans toutes les circonstances, mais Israël ne fait que se défendre. Regardez actuellement? Oui, même actuellement. Regardez les États-Unis. Ils n'ont jamais été bombardés. Ils n'ont jamais été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale à Pearl Harbor, qui était une base militaire, navale, militaire. Ils ont bombardé pour mettre fin à la guerre toute l'Europe. Il y a des centaines de milliers d'Allemands qui ont été tués. Ils ont bombardé Tokyo en une nuit, 100 000 personnes qui ont été tuées. Sans parler de Hiroshima et de Nagasaki, les Anglais ont fait de même. Personne n'a parlé de génocide à l'époque. Oui ou non? Personne n'a parlé de génocide. Et on a dit, vu que c'est les Allemands qui ont commencé la guerre, vu qu'ils ont commencé à bombarder, eh bien, et ma mère était sous les bombes allemandes, oui ou non? Elle était sous les bombes allemandes, et j'ai de la famille allemande qui est mort aussi sous les bombes américaines. Et
au moment du débarquement, il y a eu aussi 20 000 Français en quelques jours ou quelques semaines qui sont morts sous les bombes alliées. Et quand le chancelier Merz est allé dans le bureau ovale il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il a dit à Trump? Il a dit « Merci de nous avoir libérés du nazisme ». Alors qu'il y a des centaines de milliers d'Allemands qui ont été tués par les bombes américaines. Donc, sans être trop schématique, et après on passera un peu à autre chose, c'est le Hamas qui a commencé. C'est le Hamas qui a commencé cette guerre. Israël doit mener une guerre dans un univers urbain. Le Hamas aurait pu libérer les otages tout de suite et abaisser les armes et s'en aller. Bon. On est arrivé à une situation où la guerre n'est pas finie, où il n'y a pas de paix, mais au moins les otages ont été libérés et ça a donné un cessez-le-feu et la guerre peut reprendre sans doute à tout moment. Donc la position d'Israël jusqu'à maintenant vous semble absolument défendable? Oui, la position d'Israël me semble tout à fait défendable. Oui. Ben, Netanyahou, vous le soutenez parce qu'il est actuellement dans cette position-là? Je soutiens Netanyahou. Quand on mène une guerre, il faut la mener. Le Hamas aurait pu libérer les otages. Ils sont rentrés en Israël, ils ont massacré hommes, femmes, vieillards, enfants, même les animaux. Et ils sont retournés et ils sont allés se planquer dans leur tunnel. Et ils ont des dizaines de milliers de combattants. Comment un État peut laisser des islamistes à ses portes qui peuvent recommencer? D'abord, il y a le fait qu'il faut quand même les punir, et le fait quand on est un homme d'État, il faut penser à son peuple et le défendre. Donc c'est tout à fait normal qu'on cherche à abattre le Hamas. Bon, eh bien écoutez, le sujet est trop vaste pour être traité comme ça, mais au moins vous avez le mérite de défendre une position très claire et qu'on a bien entendu. Un sujet moins lourd, en un sens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est, quoi que ce soit important aussi, c'est la cause animale. J'ignorais votre engagement et vous en parliez à cette occasion-là. Moi, je crois vraiment que les animaux ont une âme. Enfin, si Dieu existe, à mon avis, il doit considérer qu'il n'y a pas tellement de différence entre un homme et une baleine. Et que la nature non plus ne doit pas considérer qu'il y a tellement de différence entre un homme et une baleine. Je crois qu'il y a des degrés d'évolution qui sont des degrés d'évolution différents, des intelligences qui sont des intelligences différentes, et que les animaux ont une conscience et ont droit à la dignité, et que en tous les cas, dans le monde occidental, qui est pour l'instant un monde en paix, il faut agir pour faire avancer la cause des animaux, tout en sachant que ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Et depuis lors, c'est après le Covid. C'était après le Covid? Juste après. Ah, ok. Je crois que c'était une interview avec Ardisson. Si c'est après le Covid, voilà, je pense toujours la même chose, je n'ai pas changé d'avis. Et concrètement, vous faites quoi? Vous êtes prêt à plaider des causes, à soutenir des projets de loi? Défenseur de la cause animale, comment? Justement, j'essaye de trouver un biais. J'avais demandé il y a longtemps, quand je m'entendais bien avec Macron, une mission sur les animaux, mais il avait promis, mais il n'avait pas demandé. J'ai dit, je ne veux pas être payé, je prends les frais à ma charge, mais il doit être sous le poids de certains lobbies. En tous les cas, ce n'est pas une cause qui l'intéresse le moins du monde. Il ne doit pas y être très sensible, ça c'est sûr. Vous la jugez quand même encore on peut espérer encore dans cette cause-là? Oui, on peut espérer, puisque la masse de la population française et la masse de la population occidentale est favorable aux droits des animaux et hostile à la corrida, veut trouver des moyens d'abattre les animaux de manière plus humaine, sans les faire souffrir, contre l'abattage rituel. Je comprends que les musulmans et les juifs soient attachés à leur mode d'abattage, mais ce mode d'abattage peut évoluer. Les religions évoluent parfois, et je trouve qu'elles devraient évoluer sur ça. Mais ça doit être traité de manière globale. Et il faudrait peut-être que la dignité ou le droit de certains des animaux soit peut-être protégé constitutionnellement. C'est une théorie intéressante. Ouais. Bon, à réfléchir. Et l'émission touche à son terme. Difficile de ne pas parler de politique.
vous avez dans ce domaine été assez actif. J'avais même oublié, j'ai un peu honte, que vous aviez été candidat pour l'UMP dans Paris aux législatives. Oui, enfin, c'était François Fillon qui voulait m'envoyer dans le 12e. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Vous avez été candidat avec cette étiquette-là. Comme Papon, il faut assumer ses actes. Vous aviez, je crois qu'au tout début de votre carrière d'électeur, vous avez voté plutôt Mitterrand en 88. Après, vous êtes devenu chiracien. Vous avez été relativement proche de Nicolas Sarkozy. Ouais. Et puis, même récemment, vous avez fait des déclarations disant, et certains vous l'ont reproché, ainsi qu'à votre père, vous disiez que le RN n'était plus ce parti d'avant, on l'écoutera. Au fond, politiquement, qui êtes-vous? C'est mystérieux pour moi. Je ne crois pas que la masse de la population française reproche à mon père d'avoir dit que le RN avait changé et était rentré dans l'arc républicain et se faisait aujourd'hui le défenseur des Juifs et comprenait les difficultés d'Israël à vivre dans un univers hostile. Je varie politiquement selon les gens, les personnes et l'humeur du temps. En tous les cas, je suis attaché à l'identité nationale française, à la France. Je pense que les administrations doivent être humaines, mais en même temps défendre l'intégrité française, les traditions. Qui vous semble incarner cela de nos jours ? J'ai pas vraiment de concept ou de théorie politique. Je me vois ni à droite ni à gauche. Mais qui vous semble incarner les valeurs dont vous parlez à l'instant ? Pas grand monde dans le paysage politique, pas de nom. Pas grand monde, mais si on me demande de choisir entre eux, je choisis, voilà. Oui, je sais, vous l'avez déjà répondu une fois, vous avez été très clair à ce sujet. Vous étiez prêt à voter RN s'il le fallait, en face à entre une gauche mélenchonisée et Marine Le Pen, il est évident que je vote Marine Le Pen, oui. Vous avez été très clair. Et d'ailleurs, tenez, écoutez, on vous entend une dernière fois, c'est le dernier extrait dans cette émission avec Arnaud Klarsfeld, parler justement de ce que vous pensez d'une action de Marine Le Pen. Je suis un peu partial dans cette histoire, parce que je suis, en tant que membre de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, reconnaissant à Marine Le Pen d'être sortie, d'avoir pris son parti, qui était un parti dirigé par Jean-Marie Le Pen, qui était antisémite, qui doutait de l'existence des chambres à gaz, qui était négationniste, qui défendait Papon, qui défendait Barbie, qui défendait Touvier, et elle a fait sortir ce parti de l'extrême droite pour le mettre dans une droite populiste ou une droite populaire en disant que Laval était coupable, que Touvier était coupable, que Papon était coupable. Voilà, certains n'ont pas compris, certains n'analysent pas clairement votre position. Si, tout le monde, les Français comprennent très bien que quelqu'un comme moi, qui est attaché à Israël et au peuple juif, entre une extrême gauche hostile aux Juifs et hostile à Israël, et Marine Le Pen, qui n'est plus d'extrême droite, il est évident que je choisisse Marine Le Pen. Oui. Ça me semble tout à fait logique. Et il n'y a que les gens de gauche qui peuvent en être offusqués. Un dernier mot, il y a en tant qu'avocat, en tant qu'être humain, Camille, mais aussi qu'avocat, en participant à la machine judiciaire. On vous a aperçu l'autre jour devant la présidente de la Santé, au moment où Nicolas Sarkozy allait y être Non, pas devant la Santé. Pardonnez-moi, oui, je veux dire. Enfin, avant cela, sur son parcours. Donc vous l'avez soutenu quand même assez loin. Est-ce qu'en le faisant, vous accomplissez un geste amical ou bien vous protestez contre une décision de justice ? C'est un geste amical et je ne proteste pas contre une décision de justice, mais je dis que cette décision de mettre en prison un ancien président de la République sans preuve solide, concrète, formelle, ce n'est pas une position qui est une position équitable et que ça fragilise les institutions, tout comme demander la destitution de l'actuel président de la République. On est à une période qui est quand même une période difficile dans l'histoire de la Ve République. Et je pense réellement que ce n'est pas, disons, équitable. D'ailleurs, les Grecs faisaient une différence entre la légalité et l'équité. Et l'équité doit venir parfois corriger une légalité Mais le chef d'accusation d'association de malfaiteurs existe. Vous savez mieux que moi en droit. Je n'ai pas dit le contraire, mais ce qui existe aussi, c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles. Ça, c'est aussi un fait. Donc, il aurait dû être acquitté, selon vous ? Il a relaxé. Si j'avais été juge, je l'aurais relaxé. Et même si j'avais pensé qu'il avait été coupable, j'aurais écrit, j'aurais fait comprendre, je pense qu'il est coupable, si j'avais été juge, hein. Mais vu qu'il n'y a pas de preuve formelle, je ne vais pas condamner
un ancien président de la République, le mettre en prison sans avoir une assurance solide. Ça me semble... Mais j'en reviens à ce que vous disiez sur Papon. Le fait qu'il soit président ne l'exonère pas s'il est coupable oui, mais enfin, gravement. Papon a signé les ordres de déportation. Il y avait la signature, le secrétaire général, Maurice Papon. Et il y avait des centaines de documents avec sa signature. Qu'est-ce que vous avez comme signature dans le procès de Nicolas Sarkozy? C'est l'intime conviction des juges. Ah, l'intime conviction. Mais moi, je ne fais pas sur l'intime conviction, je fais sur les preuves solides. Mais idem dans l'affaire Jubilard, proportion gardée. Bon, je ne suis pas l'avocat de Patrick. Ces décisions existent de la part des juges, oui, même mais sans preuve. D'accord, mais enfin, Patrick Jubilard, il était avec sa femme le soir, ils se disputent, les enfants témoignent, sa mère dit qu'il lui a dit un jour je vais tuer ma femme et l'enterrer. Les enfants disent qu'il était violent. Il est avec sa femme le soir. Le lendemain, la femme n'est plus là. Bon, là, on peut comprendre l'intime conviction. Mais dans le procès Sarkozy, ce ne sont pas les mêmes éléments de culpabilité qui me paraissent exister. En tout cas, vous êtes très clair et merci. Le monde est flou sur ces sujets-là. C'est bien d'entendre une position très claire. On va bientôt se quitter. Je voudrais qu'on écoute une dernière musique très apaisante. On a parlé de sujets certes importants, mais un peu lourds émotionnellement. C'est un medley absolument merveilleux de Israël Kamaka Wiwole. C'est un Hawaïen qui jouait avec un ukulélé. Une reprise un peu étrange de... c'est Marilyn Monroe qui jouait du ukulélé dans Certain Lame Show, Some Like It Hot. Celui-là, vous l'avez vu. Parce celui-là, je l'ai vu souvent. Voilà. Souvent, c'est vrai que Marilyn, on s'en passe mal. Mais ça, c'est merveilleux. Écoutez, ça, c'est ce medley, donc Over the Rainbow, Judy Garland, et puis What a Wonderful World. Je le connais aussi, par contre. Voilà. Je l'ai vu souvent. Écoutez ça. Over the Rainbow. Voilà, merveilleux medley interprété par cet Hawaïen dont je ne redis pas le nom, c'est trop compliqué, mais l'idée est là, écoutez-le, c'est superbe et allez au cinéma de temps en temps. L'émission s'achève, on était avec Arnaud Klarsfeld, on a passé 1h30 ensemble. Il y a tellement de sujets qu'on a l'impression d'avoir tout survolé, mais j'apprécie votre venue et j'apprécie votre franchise. Sur les sujets qui sont délicats, les gens souvent ne se mouillent pas. Vous ne faites pas ça. Je ne suis pas très intelligent, mais je suis franc. Moi. Voilà. C'est le résumé, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Voilà. Il est franc. Voilà. Il ne dit pas que des choses vraies, mais au moins il les dit franchement. Avec honnêteté. Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld. Merci et saluez vos parents avec respect. Merci, c'est très gentil. C'est sincère. Merci à tous, merci. Vous êtes sur Radio Courtoisie, restez-y, pourquoi pas, et rendez-vous dans les neiges du Kilimandjaro. Et courtois, et je suis courtois aussi. Remarquablement courtois. Voilà. Exquis. Merci à tous, à très bientôt sur l'antenne. Passez une bonne soirée.